La lecture est d'abord une expérience solitaire et silencieuse, mais elle permet aussi de réunir tous les lecteurs d'un même livre dans un espace commun, qui est ce livre. Elle permet une grande liberté et le lecteur peut, devant chaque texte, imposer son interprétation. Elle est également l'expérience d'une rencontre, l'accueil et la réception d'un nouveau regard sur le monde et sur soi. Lire, c'est engager le lecteur dans un acte d'interprétation, d'appréciation et de jugement. C'est susciter des échanges avec d'autres lecteurs. Le livre est alors un objet de partage. Cependant, la lecture peut être vécue en groupe, notamment avec la lecture à voix haute. Écouter lire un livre est une expérience très différente. On peut écouter lire dans le but de se purifier l'esprit, écouter lire pour le plaisir, écouter lire afin de s'instruire ou d'accorder au son la primauté sur le sens. Tout cela enrichit et réduit à la fois la lecture. Le fait de lire à voix haute devant un auditeur attentif oblige notamment le lecteur à se montrer plus scrupuleux, à lire sans sauter de page ni retourner en arrière. En effet, la lecture publique a joué un rôle central dans l'Antiquité gréco-romaine et reste fondamentale dans les liturgies chrétiennes. C'est un temps d'écoute partagée qui crée une communauté d'auditeurs. Toutes ces questions et ces réflexions vont donc être approfondies en 3 parties. Celles-ci seront séparées par des expériences de la lecture à voix haute proposées par les étudiants de la spécialité théâtre. Dans une première partie, nous allons donc approfondir l'expérience de la lecture. Doit-elle être vécue à voix haute ou à voix basse ? La lecture permet-elle de créer des références communes ou au contraire crée-t-elle une culture élitiste ? Et enfin, l'utilité de la lecture permet-elle une évasion, une distraction ou est-elle formation de la sensibilité et construction de soi ? Merci beaucoup. Il n'y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre. Ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin. Le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant. L'abeille ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de la page ou à changer de place. Les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous sur le banc. Sans y toucher, tandis que, au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu. Le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et pendant lequel nous ne pensions qu'à monter finir, tout de suite après, le chapitre interrompu. Tout cela, dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité. Elle en aggravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel que ce que nous lisions alors avec amour. Que, s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et avec l'espoir de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs qui n'existent plus. Qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des vacances, qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolable pour pouvoir leur donner asile. Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger, où, jusqu'à l'heure encore lointaine du déjeuner, personne n'entrerait que la vieille Félicie, relativement silencieuse, et où je n'aurais pour compagnon, très respectueux de la lecture, que les assiettes peintes accrochées au mur, le calendrier dont la feuille de la veille avait été fraîchement arrachée, la pendule et le feu qui parlent sans demander qu'on leur réponde, et dont le doux propos vide de sens ne viennent pas, comme les paroles des hommes, en substituant indifférent à celui que nous lisons. Avant le déjeuner,
qui, hélas, mettrait fin à la lecture. On avait encore de grandes heures. Malheureusement, la cuisinière venait longtemps d'avance mettre le couvert. Si encore elle l'avait mis sans parler, mais elle croyait devoir dire « Vous n'êtes pas bien comme cela, si je vous approchais une table ». Et rien que pour répondre « Non, merci bien », il fallait arrêter net et ramener de loin sa voix, qui en dedans des lèvres répétait sans bruit en courant tous les mots que les yeux avaient lus. Il fallait l'arrêter, lui donner une apparence de vie ordinaire, une intonation de réponse qu'elle avait perdue. L'heure passait. Souvent, longtemps avant le déjeuner, commençaient à arriver dans la salle à manger ceux qui, étant fatigués, avaient abrégé la promenade. Quelques-uns, sans plus attendre, s'asseyaient d'avance à table, à leur place. Cela, c'était la désolation, car ce serait d'un mauvais exemple pour les autres arrivants. Aller faire croire qu'il était déjà midi et prononcer trop tôt à mes parents la parole fatale. « Allons, ferme ton livre, on va déjeuner. » Et quelquefois à la maison, dans mon lit, longtemps après le dîner, les dernières heures de la soirée abritaient aussi ma lecture. Mais cela, seulement les jours où j'étais arrivée au dernier chapitre d'un livre, où il n'y avait plus beaucoup à lire pour arriver à la fin. Alors, risquant d'être puni si j'étais découvert, et l'insomnie qui le livre finit se prolongerait peut-être toute la nuit, dès que mes parents étaient couchés, je rallumais la bougie. Lorsque la dernière page était lue, il fallait arrêter la course éperdue des yeux et de la voix qui suivait sans bruit, s'arrêtant seulement pour reprendre haleine dans un soupir profond. Alors, afin de donner au tumulte depuis trop longtemps déchaîné en moi pour pouvoir se calmer ainsi, d'autres mouvements à diriger. Je me levais, je me mettais à marcher le long de mon lit, les yeux encore fixés à quelques points qu'on aurait vainement cherchés dans la chambre ou dehors, car il n'était situé qu'à une distance d'âme, une distance qui ne se mesure pas par mètre et par lieu, comme les autres, et qui est d'ailleurs impossible de confondre avec elle quand on regarde les yeux lointains de ceux qui pensent à autre chose. Alors quoi ? Ce livre, ce n'était que cela ? Ces êtres à qui on avait donné plus de son attention et de sa tendresse qu'aux gens de la vie, n'osant pas toujours avouer à quel point on les aimait, et même quand nos parents nous trouvaient en train de lire et avaient l'air de sourire de notre émotion, fermant le livre, avec une indifférence affectée ou un ennui fin. Ces gens pour qui on avait haleté et sangloté, on ne les verrait plus jamais ? On ne saurait plus rien d'eux ? Déjà, depuis quelques pages, l'auteur, dans le cruel épilogue, avait eu soin de les espacer, avec une indifférence incroyable pour qui savait l'intérêt avec lequel il les avait suivis jusque-là, pas à pas. Nous sentons très bien que notre sagesse commence où celle de l'auteur finit, et nous voudrions qu'il nous donnât des réponses, quand tout ce qu'il peut nous donner, c'est des désirs. Et ces désirs, il peut les éveiller en nous qu'en nous faisant contempler la beauté suprême à laquelle le dernier effort de son art lui a permis d'atteindre. Très vite, dans ce goût et ce divertissement de lire, la préférence va au livre ancien. On aime toujours un peu à sortir de soi, à voyager quand on lit. Ce sont ces formes révolues, prises à même la vie du passé que nous allons visiter dans l'œuvre de Racine, comme dans une cité ancienne et demeurée intacte. Nous éprouvons devant elle la même émotion que devant ces formes abolies, elles aussi, de l'architecture, que nous ne pouvons plus admirer qu'en dans les rares et magnifiques exemplaires que nous en a légués le passé qui les façonna. Tels que les vieilles enceintes des villes, les donjons et les tours, les baptistères des églises, tels qu'auprès du cloître ou sous le charnier de l'être, le petit cimetière qui oublie au soleil, sous ses papillons et ses fleurs, la fontaine funéraire et la lanterne des morts. Je lisais. Que lisais-je ? Oh, le vieux livre austère, le poème éternel. La Bible ? Non, la terre. Platon, tous les matins, quand revit le ciel bleu, lisait les vers d'Homère. Et moi, les fleurs de Dieu. J'épelle les buissons, les brins d'herbe, les sources. Et je n'ai pas besoin d'emporter dans mes courses mon livre sous mon bras, car je l'ai sous mes pieds. Je m'en vais devant moi dans les lieux non frayés et j'étudie le texte à fond et je me penche cherchant à déchiffrer la corolle et la branche. Donc, courbé,
C'est ainsi qu'en marchant, je traduis la lumière en idées, en syllabes les bruits. J'étais en train de lire un chant, page fleurie. Je fus interrompu dans cette rêverie. Un doux martinet noir, avec un ventre blanc, me parlait. Il disait « Oh, pauvre homme, tremblant, entre le doute morne et la foi qui délivre, je t'approuve, il est bon de lire dans ce livre. Lis toujours, lis sans cesse, ô penseur agité, et que les chants profonds t'emplissent de clarté. Il est sain de toujours feuilleter la nature, car c'est la grande lettre et la grande écriture. Car la terre, cantique, où nous nous abîmons, a pour verser les bois et pour strophe les monts. Lis, il n'est rien dans tout ce que peut sonder l'homme, qui bien questionné par l'âme ne se nomme. Médite. Tout est plein de jour, même la nuit, et tout ce qui travaille, éclaire, aime ou détruit, a des rayons. La roue dure moyeu, l'étoile, la fleur et l'araignée au centre de sa toile. La fleur, rends-toi compte de Dieu. Comprendre, c'est aimer. Les plaines où le ciel aide l'herbe à germer, l'eau, les prés sont autant de phrases où le sage voit serpenter des sens qu'il saisit au passage. Marche au vrai. Le réel, c'est le juste, vois-tu. Et voir la vérité, c'est trouver la vertu. Bien lire l'univers, c'est bien lire la vie. Le monde est l'œuvre où rien ne ment et ne dévie, et dont les mots sacrés répandent de l'encens. L'homme injuste est celui qui fait des contresens. Oui, la création tout entière, les choses, les êtres, les rapports, les éléments, les causes, rameaux dont le ciel clair perce le réseau noir, l'arabesque des bois sur les cuivres du soir, la bête, le rocher, l'épidore, l'aile peinte, tout cet ensemble obscur, végétation sainte, tous composent en se croisant ce chiffre énorme. Dieu. L'Éternel est écrit dans ce qui dure peu. Toute l'immensité, sombre, bleue, étoilée, traverse l'humble fleur du penseur contemplé. On voit les champs, mais c'est de Dieu qu'on s'éblouit. Le lys que tu comprends, en toi, s'épanouit. Les roses que tu lis s'ajoutent à ton âme. Les fleurs chastes, d'où sort une invisible flamme, sont les conseils que Dieu sème sur le chemin. C'est l'âme qui les doit cueillir, et non la main. Ainsi, tu fais, aussi l'aube est sur ton front sombre, aussi tu deviens bon, juste et sage, et dans l'ombre, tu reprends la candeur sublime du berceau. Je répondis, hélas, tu te trompes, oiseau. Ma chair, faite de cendres, à chaque instant succombe. Mon âme ne sera blanche que dans la tombe, car l'homme, quoi qu'il fasse, est aveugle ou méchant. Et je continuai la lecture du chant. Donc nous allons désormais commencer la table ronde. Mon père, je vais me tourner vers vous pour commencer le débat. Vous êtes exégète et docteur en théologie biblique. Selon vous, les textes bibliques nécessitent-ils d'être lus à voix haute pour être compris? Et si oui, y a-t-il une justesse à acquérir dans cette lecture? On sait que, par exemple, dans la lecture de l'Évangile, on doit adopter une voix neutre pour parler de Jésus, par exemple. Merci de votre invitation. Je suis très heureux d'être avec vous. La lecture, on fait ce qu'on veut. On veut lire à voix haute, on lit à voix haute. On veut lire à voix basse, on lit à voix basse. Quand on lit à voix haute, on implique le souffle. Donc tout de suite, on rentre nécessairement dans une interprétation. Voilà. Et puis, si demain matin, quand je vais me réveiller, je vais prendre ma Bible, mon café à côté, parce que c'est indispensable, et je vais lire à voix basse, et je vais y passer du temps. Mais on fait comme on veut. On fait comme on veut. Après, pour votre remarque, là, j'ai réagi, pardonnez-moi. Et beaucoup de gens sont d'accord avec vous. C'est qu'il faut lire dans la liturgie dominicale, enfin dans la liturgie chrétienne,
Beaucoup de gens pensent qu'il faut lire avec la voix la plus neutre possible. C'est peut-être aussi pour ça qu'on s'ennuie un peu d'ailleurs. Et en fait, non, il n'y a pas de textes qui ne doivent pas être interprétés. Il y a un texte, il y a des mots. C'est une articulation de sens. Voilà. Mais s'il n'y a pas de souffle, vous avez beau. Voilà, il faut qu'il y ait du souffle, il faut que ça sorte. Et c'est parce que celui qui lit dans l'acte liturgique montre que ce texte l'a traversé, là, comme vous venez d'essayer comme vous avez fait là toutes les trois. C'est parce que quelqu'un a pris le temps de lire le texte, de dire mais ça me parle. Et voilà, je vais vous faire entendre ce que moi j'ai entendu. Après ça, il réussit, on n'est pas des professionnels, voilà, mais on va entendre quelque chose. Quand j'aide les paroissiens à préparer la lecture, je leur dis quelle est la phrase ou la proposition ou le mot qui vous touche et que vous voulez souligner. Donc non, je ne crois pas qu'il n'y a pas de lecture neutre, il y a une lecture interprétée. Après que dans les monastères, ils aient décidé de faire ça recto tono, parce que frère machin qui tous les jours, ça c'est une autre affaire. Hein, mais on n'est pas dans les monastères. Et est-il possible pour vous de mal interpréter en lisant, par exemple, un texte biblique ? Oui, et alors ? Non, mais bien sûr qu'on peut mal interpréter. Mais l'important, c'est d'interpréter. L'important, c'est de savoir qu'on a un texte qui nous est donné et qui est là pour ouvrir du sens. Alors, des fois, on fait des contresens. L'expression a été employée là dans un texte qui vient d'être lu. Mais il vaut mieux faire des contresens que pas de sens du tout. Donc, un texte est fait pour être interprété. Alors, à voix haute, on va nécessairement être obligé de le faire, mais à voix basse, à quel rythme on va le lire ? Où est-ce qu'on va faire les pauses ? Où est-ce qu'on va... Quel est le mot ? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait qu'on n'avait pas le droit de revenir en arrière dans une lecture. C'est justement ça qui est rigolo. Alors je vais m'arrêter sur tel mot parce que je me souviens que je l'ai lu à la page là. Ça, c'est interprété. Puis du coup, je vais prendre 2 pages du même livre et je vais les frotter l'une sur l'autre. Comme quand on se promène, on prend des essences de feuilles, on les frotte et ça libère du parfum. Et la lecture, c'est se promener dans un livre. Il faut frotter les feuilles, puis il y a du parfum. Et le parfum, c'est la vie. Merci pour cette réponse. Madame Delay, vous êtes romancière et dans un recueil de nouvelles que vous avez publié, il me semble, mesdames, nous avons vu qu'il était disponible aujourd'hui en livre audio. Pensez-vous que ce format apporte une dimension nouvelle au public ? Et pensez-vous qu'un texte de Proust, donc, comme nous venons de lire, peut être écouté en format audio, où il est difficile qu'il soit compréhensible ? Je trouve qu'il est très, très difficile de lire Proust à haute voix. Je viens là, j'avais du mal à suivre. Et bon, je suis absolument en désaccord avec mon voisin sur l'interprétation. Pour moi, interpréter, c'est du théâtre. Les comédiens interprètent un rôle. Je trouve que ce qui est magnifique, c'est de ne pas interpréter. C'est-à-dire de faire passer un texte sans l'émotion que nous ressentons. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'entend l'autre, c'est votre propre émotion. Ce n'est pas le texte. Il faut dire que j'ai été très marquée dans ma jeunesse par un metteur en scène qui s'appelait Robert Bresson et qui a fait un film qui s'appelait Procès de Jeanne d'Arc, et il prenait toujours des inconnus, pas des comédiens, pour jouer, et j'ai joué Jeanne d'Arc. Jouer, non. Il m'interdisait, d'une certaine façon, d'exprimer par le visage ou par l'accentuation sur certains mots. Il disait que ça empêchait le futur spectateur de comprendre ce que Jeanne disait. Et que la façon... Alors, on s'est moqué, bien sûr, avant la nouvelle vague qui a reconnu Bresson, on se moquait du fameux
recto tono. Mais ce recto tono que vous écartez permet d'entendre ce qui est dit mieux qu'en soulignant soit les mots. Mais bon, ça c'est parti. Je pense que par exemple, la poésie nécessite, pour être entendue, d'être dite calmement, non point avec emphase, non point comme si on récitait de Victor Hugo. Non, Hugo demande aussi d'être lu pour son vers. Et comment entendre le vers? Bon, mais ça c'est une autre histoire. Pardon. J'ai à présent une question pour Monsieur Perret. Selon vous, quelle différence pouvez-vous nous citer entre le livre parlé et le livre écrit? Donc, nous avons tout à l'heure parlé de livre audio. Entre le livre parlé, donc le livre audio, et le livre écrit lu. D'accord. Pour rebondir aussi sur ce que disait Florence Delay, je pense qu'il faut se souvenir aussi qu'on est dans une culture de l'écrit. C'est tout le travail de l'historien Roger Chartier que d'avoir montré que depuis le XVIe siècle, en fait, on est allé vers une culture de l'écrit. Et donc, on est habitué à côtoyer des discours écrits de plus en plus. Et je pense que ça n'a pas changé, en fait, avec la numérisation, avec l'essor des écrans. Et donc, ce problème de l'écrit, c'est que la réaction, en fait, serait de vouloir justement théâtraliser, serait de vouloir justement restituer à l'écrit ce qu'il ne possède pas, c'est-à-dire sa vivacité. Et en fait, ça peut être un risque, justement parce que la subjectivité, elle se nourrit aussi du fait qu'elle n'est pas agressée, du fait que le lecteur ou l'auditeur, il peut aller à son rythme vers le texte. Moi, c'était quand même assez fascinant, parce que là, les deux lectures qu'on a eues qui étaient vraiment époustouflantes, c'était des lectures aussi où on sent bien que par moments, on décroche. Par moments, on arrive moins à suivre. Et on se raccroche à un mot qui est un peu plus lointain. Et on se raccroche aussi d'autant plus facilement que la voix ne nous agresse pas, ne cherche pas à nous rattraper, en fait. Donc, je pense que les livres audio, c'est quelque chose qui se développe beaucoup aujourd'hui dans l'édition, ont certainement vocation peut-être à prendre une place de plus en plus grande. Peut-être parce que les gens ont de plus en plus de mal à se concentrer, donc d'entendre une voix les aide à... et puis ils aiment bien aussi qu'on leur raconte une histoire, ça leur rappelle peut-être un peu leur enfance, donc ça peut ouvrir des pistes. En revanche, on voit quand même que le livre écrit reste le support habituel, usuel, et ce vers quoi la plupart des gens se tournent naturellement. Est-ce que... Monsieur Masson, donc vous qui êtes éditeur chez Verdier, pensez-vous justement que l'apparition du livre audio puisse se présenter comme un concurrent de taille par rapport au livre manuscrit? Alors manuscrit, imprimé, vous voulez dire? Oui, imprimé. Imprimé, parce que manuscrit, on a fait quelques siècles qu'on a laissé le manuscrit. C'est vrai. Non, moi je ne pense pas. Enfin, j'avoue que j'ai très peu d'expérience du livre audio. Il faudrait que je la fasse d'ailleurs peut-être pour pouvoir répondre vraiment à ce que je n'en écoute pas. Je ne suis pas un consommateur de livres audio. Donc ce que je sais, c'est qu'il n'y aurait pas de livre audio s'il n'y avait pas d'abord le livre imprimé. C'est-à-dire que c'est un privilège qu'on n'accorde qu'à des livres qui ont déjà eu beaucoup de succès. Parce que du point de vue éditorial, c'est un investissement, de faire venir un acteur, d'enregistrer, d'avoir un studio. C'est pas donné non plus, sous forme les CD, tout ça. Donc moi, j'avoue que j'ai du mal à penser qu'on puisse écouter toute la recherche du temps perdu. Mais je constate, je n'aurais pas parié un centime sur le succès du livre audio. Mais apparemment, ça marche. Je ne sais pas pourquoi. Le concurrent pour nous, ce qu'on craignait en tant qu'éditeur, c'était plutôt la question du livre numérique. Parce que le livre audio, il est passé à ce stade-là, veut dire qu'on a affaire déjà à un best-seller. Vous n'avez pas de livre audio pour des livres qui se sont peu vendus. Alors que vous avez en numérique des livres qui n'ont pas forcément un énorme succès. Et on avait prévu un raz-de-marée sur le livre numérique, et il n'a pas eu lieu.
Et je pense qu'il n'aura pas lieu, en fait, parce que pour l'instant, les ventes numériques sont quand même très, très faibles par rapport aux ventes papier. C'est-à-dire que ça représente 8%. Oui, moi j'aurais dit 10%, oui, alors donc c'est même en dessous. Je constate qu'on nous prédisait que le livre sous forme tablette deviendrait la règle. Il ne l'est pas devenu pour l'instant. Vous pensez que c'est dû à quoi ? Je pense que c'est dû au fait d'abord qu'une tablette, enfin un enregistrement, un PDF sur tablette, ça s'offre pas. Hein. On offre quand même, quand on offre un livre, moi je sais qu'un livre que j'ai aimé, je vais en racheter un pour l'offrir à quelqu'un et à qui j'ai envie de le faire lire. Et puis je pense quand même qu'il y a la fatigue du regard, qu'il y a l'attachement au fait que le support livre, c'est quand même quelque chose que vous pouvez mettre dans votre bibliothèque. Et moi qui suis en train de ranger la mienne, c'est un cataclysme, mais c'est aussi un bonheur. Parce que je suis content de retrouver des livres que j'ai lus et dont je me dis que je vais pouvoir les relire. J'ai besoin du papier. Voilà. Et je sais que ça durera aussi, parce qu'il y a la fragilité du support numérique quand même. Il faut bien dire que si vous voulez, si on pense à ce qui s'est passé avec le disque, songez que les gens de ma génération, ils ont connu le 33 tours vinyle. Après, il a fallu tout racheter sur cassette. Ensuite, il a fallu tout racheter en CD. Et maintenant, il faudrait tout racheter en MP3 à télécharger. Je veux dire, ça fait beaucoup, quand même, à chaque fois, le changement de support. Donc, si vous voulez, ça va tellement vite que moi, je suis revenu au vinyle. C'est-à-dire que j'écoute encore mes vinyles. De la même manière, moi, je reste sur papier. C'est-à-dire que je suis quand même... et je ne crois pas que ce soit seulement dû à mon âge. Parce que les 8% de téléchargement, c'est pour des gens qui veulent lire dans le train, etc. Puis c'est aussi pour les livres pratiques. Parce qu'effectivement, plutôt que de transporter le grand Robert, je préfère l'avoir sur ma tablette. Ça, c'est sûr. Même un livre de cuisine, à la limite, ou un guide de voyage, si vous voulez, parce que ce n'est pas des choses qu'on lit en continu. Donc, pour consulter des dictionnaires, je suis très heureux d'avoir sur mon ordinateur, parce que comme traducteur, j'en suis un grand consommateur, des dizaines et des dizaines de dictionnaires, dont c'est un très rare, dont je suis très reconnaissant qu'ils soient numérisés, parce qu'avant, j'étais obligé de prendre ma liste de mots et puis d'aller consulter la bibliothèque de l'École normale supérieure ou l'édition papier intégrale en 25 volumes du Grand Dictionnaire de la langue italienne. Bon, là, c'est sûr que c'est sûr qu'il n'y en a plus besoin. En revanche, pour lire un roman, le mieux, c'est quand même de commencer à la première page et de finir à la dernière. Ce qui n'interdit pas qu'on revienne en arrière, bien entendu. Hein. Non, mais ça, alors là, évidemment. Mais je pense, si vous voulez, que le livre... je donne parfois quelques exemples à mes étudiants d'outils parfaits. Il existe des outils parfaits, des objets qui atteignent un stade de perfection qui font qu'aucun progrès ne peut plus les perfectionner. C'est le cas du marteau. Le marteau, vous ne pouvez rien changer au marteau. Et il est parfait. C'est un objet technologiquement au sommet de ce qu'il est. C'est le cas du violon. Le violon a atteint un état de perfection qui fait que si vous changez un millimètre dans la forme de sa boîte, dans la longueur des cordes, on peut refaire des violons, mais on ne peut plus l'améliorer. Et le livre, c'est pareil. Vous ne pouvez rien changer au livre, vous ne pouvez rien améliorer. Voilà, il a pris sa forme, il a mis du temps, hein, il a pris sa forme. Donc, le passage au numérique ou à l'audio, ce sont d'autres supports, d'autres méthodes de consommation du texte. C'est du texte, et Internet aussi, mais ce n'est pas des livres. Et je pense que le livre, le codex qu'on tourne, il a encore un certain avenir devant lui. Mais je peux me tromper, bien sûr. Peut-être qu'on vivra un monde où il n'y aura plus que du numérique. Mais pour l'instant, ça ne prend pas le chemin. Et alors, quant à remplacer la lecture qu'on fait soi-même, avec ses yeux, par l'écoute, alors ça me sidère. Je comprends qu'on écoute la radio, qu'on écoute des émissions en podcast, quand je le fais beaucoup, hein. Mais ce n'est pas la même chose. J'ai fait beaucoup de radio dans ma vie et j'ai beaucoup de respect pour l'idée d'œuvre radiophonique. Mais ça, c'est parce que c'est une œuvre de faire de la radio. Ça peut être une œuvre. Ça l'est de moins en moins parce que France Culture devient ce qu'elle devient. Mais c'est dommage parce qu'on peut faire une véritable œuvre avec d'une émission audio. Mais ce n'est pas un livre, ça ne tient pas lieu de livre. C'est autre chose, c'est un autre objet. Il n'y a pas de concurrence pour moi. Alors, je vous réponds ça, et en même temps, non, j'ai jamais écouté un livre audio. Il faut que je le fasse.
Par rapport à cela, Madame Delay, est-ce que vous pensez que les livres audio trahissent en fait la pensée du livre? Non, j'étais contente que les éditions des femmes me proposent de lire, il me semble, Mesdames, mais et de lire des écrivains comme Silvina Ocampo ou d'autres. J'aime beaucoup lire. Mais franchement, je trouve ça vain. Je préfère lire avec les yeux. Quand Jean-Yves Masson dit que le livre a atteint un degré de perfection, je voudrais dire toute mon admiration, je ne sais pas qui l'a inventé, le livre de poche. Ah ben oui. Rien que l'idée de mettre un livre dans ma poche, ça me... je finirai par ne lire que des livres de poche. C'est Guy Scheller. C'est Guy Scheller. Guy Scheller, qui a été le mari de Françoise Sagan à une époque. Et qui était un peu un dandy, un mondain. Absolument. Et c'est lui qui a inventé le livre de poche. Ah, ce chapeau. Tout à fait d'accord. Il remonte dans mon estime. Pas connu, alors. Et donc, c'est quand même merveilleux. Et puis, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est tourner la page. Cette impression d'avancer et de pouvoir reculer. Et quand j'ai vu des amis autour de moi lire sur tablette, je vois que ça descend, que c'est vers, qu'il y a quelque chose qui se passe de haut en bas et plus du tout de droite à gauche. Ça m'a désarçonné totalement. Et donc, je crois que j'ai fait mon temps. Donc j'ai à présent une question pour Monsieur Perret. Nous nous sommes posé la question donc, de la lecture comme destinée aujourd'hui à une élite, puisqu'on le sait, la lecture se perd un petit peu aujourd'hui. Vous êtes vous-même passé par une prépa Hippocagne. Vous vous êtes même consacré à l'écriture d'un mémoire. Pensez-vous aujourd'hui qu'il existe une élite littéraire ? Je pense que c'est une question. C'est une question complexe, oui. Enfin, c'est une question qui appellerait plutôt une réponse de sociologue, à mon avis. Après, il y a certainement une élite aujourd'hui. De là à dire qu'elle est littéraire ou de là à dire que les gens qui lisent aujourd'hui sont une élite littéraire, je ne sais pas si je franchirai le pas. Je pense que, mine de rien, j'ai vu ça d'ailleurs il y a assez peu de temps, le nombre d'étudiants en prépa littéraire augmente. C'est la seule prépa dans laquelle il augmente. Donc visiblement, ça ne fait pas fuir les jeunes élèves. Et en même temps, j'ai vu que la consommation moyenne de lecture des Français, c'était 2 minutes par jour. Donc je me suis dit, bon, heureusement qu'il y a les étudiants en prépa littéraire pour rehausser un peu cette moyenne. Je pense que par rapport aux études que j'ai pu faire, je les ai faites parce que moi, personnellement, c'était ce qui me plaisait. C'était les seules matières où je trouvais, on me parlait d'humain, en fait. Les matières scientifiques, les matières économiques, on ne nous parle pas de l'homme, on nous parle de chiffres, on nous parle de force, on nous parle de plein d'autres choses, on ne nous parle pas de l'âme. Et en fait, en allant en prépa littéraire, j'ai rencontré des auteurs, j'ai rencontré... En fait, c'est très intéressant, mais je lisais un article récemment qui expliquait que l'essentiel de la promesse littéraire, ce n'était pas d'idéaliser le monde, mais de le comprendre dans toutes ses dimensions, culturelles, sociales. Et les romans permettent ça, beaucoup plus d'ailleurs qu'un manuel d'histoire. Donc, qu'il y ait aujourd'hui un certain nombre de personnes qui se tournent vers les études littéraires parce que ça leur offre des réponses, je ne suis pas certain que ça fasse d'eux une élite. J'ai le sentiment d'ailleurs que la plupart c'est triste à dire, mais des dirigeants d'entreprise, même des acteurs politiques d'aujourd'hui, ne viennent pas des études littéraires. Ce sont des polytechniciens, ce sont des ex-HEC. Donc, au final, si élite il y a, je ne pense pas qu'elle soit littéraire.
mais qui subsiste un certain nombre d'auteurs qui soient capables de porter une parole littéraire dans la société. J'ai de plus en plus de doutes là-dessus. Je crois que M. Masson veut intervenir. Oui, parce que je voudrais bien qu'on définisse ce que c'est qu'une élite. Il faudrait le savoir. Il faudrait savoir ce que c'est que ce mot. C'est-à-dire, si l'élite, c'est la classe politique, alors quel drôle d'élite on a en France, hein. Elle n'est pas très élevée, l'élite. Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'élitisme, mais je cite très souvent, à propos, quand on me parle d'élitisme, je cite souvent la formule de Jean Vilar, hein, le fondateur, du créateur du Festival d'Avignon et du Théâtre National Populaire, qui parlait d'élitisme pour tous. Moi, ça, j'y crois. Pardon, c'est pas lui ? C'est Antoine Vitesse. Ah, mais je crois que Vitesse l'a repris. Je veux pas. Non, j'admire infiniment Antoine Vitesse, mais je pense qu'il l'a repris à Jean Vilar. C'est vrai que vous pensez que c'est Vitesse qui l'a inventé ? Je suis sûr que oui, ils ont la même idée du théâtre. Hein. Je pense qu'on a affaire à deux grands metteurs en scène. C'est-à-dire l'idée qu'on va jouer les œuvres, Le Prince de Hombourg, Hamlet, etc. Mais on va pas y faire venir, excusez-moi, des hippocagneux. Hein, c'est pas avec ça qu'on remplit les théâtres. Mais on va faire venir absolument tout le monde. L'idée du théâtre national populaire, c'était ça. Mais oui, on peut comprendre Hamlet, même si on arrive là sans avoir fait d'études de lettres. Et heureusement. Et heureusement qu'on peut comprendre Hamlet sans avoir fait d'études de lettres. Hein. C'est le propre des très grands textes. Parce que de toute façon, chacun y comprend autre chose. Et de toute façon, même les savants se battent sur des querelles d'interprétation. Donc, et tant mieux d'ailleurs, c'est tout à fait leur rôle. Mais il n'y a rien de mieux dans une vie que d'aller voir Hamlet. Et puis même si on y va à 12 ans et qu'on ne comprend pas encore tout, c'est très bien d'y aller tôt. Hein. Donc c'est pas fait pour. C'est pas vrai que les grands de Shakespeare, il écrivait pour le public des rues de Londres. Hein. Pas pour les city fathers, hein. Il écrivait pour la foule. Mozart était heureux que la flûte enchantée attire le petit peuple des faubourgs de Vienne, les couturières, les ouvriers. C'est pour ça qu'il écrivait. Donc c'est ça l'élitisme, c'est-à-dire c'est d'offrir la beauté et les œuvres les plus grandes absolument à tout le monde. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote ? Ça ne sera pas trop long. Parmi tous les livres que j'ai fait publier comme éditeur, il y en a un que je place au-dessus de tout. Enfin, en tout cas, je suis extrêmement heureux de l'avoir édité, même si j'avais, dans toute ma vie, sur les 100 titres que j'ai fait publier, s'il n'y en avait qu'un qui justifiait le travail d'éditeur, ça serait celui-là. C'est un livre sur lequel je suis tombé un peu par hasard un jour en Allemagne. C'est l'autobiographie d'un paysan. À mon avis, je crois pouvoir dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'Europe qu'un paysan a raconté sa vie. Parce qu'en France, nous avons Agricole Perdiguier, par exemple, mais c'est un compagnon du Tour de France, c'est quelqu'un, un ouvrier, c'est pas un paysan. Là, c'est un petit paysan qui s'appelait Franz Michael Felder, qui est né dans une région extrêmement reculée d'Autriche, qui s'appelle le Vorarlberg. La ville la plus proche, c'était Bregenz, la ville qui est au bord du lac de Constance. Et il fallait 3 jours de marche à pied pour y aller. Donc c'est vous dire qu'il était au fin fond de ses champs, dans un endroit où les paysans autour de lui étaient tous pas tout à fait illettrés, mais enfin on les enlevait de l'école très très vite. Et puis surtout entièrement soumis au pouvoir de quelques grandes fortunes qui leur achetaient toute leur production et qui les asservissaient à coups d'emprunts en les liant financièrement. Felder, c'est quelqu'un, c'est un génie, ça arrive. C'est quelqu'un qui a eu très tôt, il a perdu son père très tôt. À 12 ans, il s'occupait de sa ferme et d'élever ses frères et sœurs les plus jeunes. Il avait sa mère qui était malade. Enfin, c'est vous dire que c'est un type d'un courage incroyable. En plus, il a perdu un œil. Et malgré tout ça, il n'a eu que 30 ans de vie. Il est mort à un peu moins de 30 ans, en 1869. Et dans sa vie, cet homme a eu une conviction, c'est qu'il avait la passion de la lecture. Sachant lire, mais rien d'autre. Il a senti que les revues, les magazines dans lesquels il pouvait feuilleter à l'auberge de son village publiaient des trucs qui n'étaient pas très bien. Et puis un jour, il a vu une publicité pour les grands classiques, pour des volumes de grands classiques, des textes des grands classiques. Il savait que c'était important. Il a économisé sur son argent. Il marche 3 jours pour aller à Bregenz et il fait le plein de textes classiques et il se met à lire toutes les nuits en se levant, ne dormant quasiment pas.
Et ça lui ouvre l'esprit, il se met à écrire, il a la conviction que c'est ça qui peut le libérer. Dans sa vie, Franz Michael Felder, il a fait 2 choses. Pour les paysans qui l'entouraient, il a créé la première coopérative agricole, ça n'existait pas, pour que les paysans gèrent eux-mêmes le produit des fermes. Et il a ouvert la première bibliothèque de prêt d'Autriche, parce qu'il voulait commencé par louer ses livres aux autres. Tout le monde met de l'argent en commun, on achète. C'est la première bibliothèque de prêt. Et pour lui, les 2 vont de pair. Les 2 vont absolument de pair. Et d'ailleurs, on est dans un lieu, je suis catholique, donc je ne vais pas dire du mal de l'Église catholique autrichienne, mais enfin, à l'époque, le prêtre de son village, en chair, tonnait contre cette manière de faire lire des œuvres profanes. Sa maison a été brûlée, il a eu énormément d'ennuis. Et cet homme, à la fin de sa vie, ayant perdu sa femme, qui était le grand amour de sa vie, qui lui avait laissé 5 enfants à élever, a eu le temps d'écrire son autobiographie. Je l'ai fait traduire sous le titre « Scène de ma vie ». Heureusement, ça a très bien marché. Pourquoi je fais publier en France, en l'an 2010, un bouquin qui date de 1869 ? Parce que la vie de cet homme est une preuve que lire, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe pour les bourgeois, ce n'est pas un luxe réservé aux gens qui ont reçu la culture en héritage. C'est une chose que tout le monde doit pouvoir s'approprier. Mais évidemment, il y faut un effort. Il y faut un effort. Cet effort-là, il a passé toute sa vie à le faire. Et puis, le miracle fait qu'il avait publié des romans. Il a eu le temps de devenir un auteur un peu connu de son vivant. Et malheureusement, il est mort à moins de 30 ans de la tuberculose. Mais vous imaginez dans sa vie tout ce qu'a fait cet homme, pour qui la lecture, c'était le moyen de libérer l'esprit. C'est très simple. Ça sert à ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lu Goethe, Schiller, parce que lui, il est de langue allemande, donc il prend les auteurs des Lumières et du romantisme de son temps, on peut plus obéir. On ne peut plus obéir aux mots d'ordre, on ne peut plus croire aux slogans, on ne peut plus croire aux mensonges des politiques. On se met à réfléchir. Voilà. Et même la Bible, parce que Felder, lui, était très croyant, et il était extrêmement religieux, il a été extrêmement navré de la réaction du clergé de son temps contre lui, parce qu'on le voit dans ses écrits. Pour lui, il faut se demander ce que ça veut dire. Et bon, on l'a accusé d'avoir ce côté protestant, de se dire qu'est-ce que j'y comprends moi-même. Bon, ben oui, à l'époque, c'était ça. Heureusement, ça n'aurait plus lieu aujourd'hui, mais voilà un cas. Et j'espère que les gens peuvent retenir ça de la lecture de ce livre. Que la lecture, c'est pas un luxe. C'est pas une affaire d'élite. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient pas de l'élite, c'est bien ce jeune homme. Et en même temps, il fait partie de l'élite de l'esprit, vous voyez. Qu'est-ce qu'on appelle élite ? Pardon d'avoir été un peu long. Pas de problème. Donc selon vous, ce serait une élite intellectuelle, donc c'est un accès à une connaissance. Comme vous l'avez dit, ça permet de réfléchir. Et M. Perret déplorait justement le fait que chez les politiques, ce soit des polytechniciens, etc., ce soit des gens justement qui peut-être n'ont pas assez lu finalement. Il y a eu une guerre déclarée à la culture littéraire. Et d'ailleurs, elle est aussi déclarée à l'université aujourd'hui. Parce qu'il faut que les gens... il faut former des bons modèles, des bons outils de la machine économique. Et donc, il ne faut surtout pas que les gens se mettent à réfléchir. C'est très dangereux, des gens qui réfléchissent. Donc, il y a effectivement une espèce de morgue qui vise à considérer la culture littéraire comme secondaire, comme un luxe, etc. C'est cette pauvre Fleur Pellerin, ministre de la Culture dont nous parlions juste avant le débat là, qui, quand elle s'est trouvée incapable de citer un seul titre de Patrick Modiano, parce que Modiano venait d'avoir le Nobel et elle n'avait rien lu, pour s'excuser de ne pas avoir lu Modiano. Si elle avait un chef de cabinet un peu malin, il lui aurait fait une fiche avec 2 ou 3 titres de livres. Mais enfin bon. Elle a dit « Que voulez-vous ? Moi, je ne suis pas payé pour lire. » C'est une phrase à encadrer. C'est ça, les politiques aujourd'hui. Ce sont des gens qui s'imaginent que quand on lit, c'est qu'on est payé pour ça. Ben non. Non, c'est le degré 0 de la culture. Vous voyez, elle a représenté l'apogée de la barbarie dans la fonction qu'elle occupait. Donc, quand la classe politique atteint l'apogée de la barbarie, c'est que l'élite est ailleurs, si vous voulez. D'ailleurs, il n'y a qu'à les écouter parler, ils parlent comme des charretiers. Donc, de toute façon, il ne faut pas prendre ces gens au sérieux.
C'est de la résistance de lire, mais il appartient à chacun de se dire, moi, je vais faire partie de l'élite. C'est une décision qu'on prend. Donc finalement, il n'y a pas vraiment d'élite. Si, Donc, bien sûr qu'il y en a une. il y en a une et elle est intellectuelle. Ah bah évidemment. Elle ne peut pas être financière, elle ne peut pas être économique, elle ne peut pas, bien entendu. C'est-à-dire, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas une élite, si vous voulez. C'est tout. C'est que ça dépend comment on appelle ça. Si l'élite, c'est les gens qui gagnent le plus d'argent, ben voilà, on n'a pas la même définition de l'élite. Mais je n'ai sûrement pas la même définition de l'élite que les gens qui nous gouvernent. Non, ça c'est clair. C'est clair. Il faut choisir son camp. Hein. C'est un combat. C'est un combat. Mon père... Comment expliquer, à partir d'un texte fondateur comme la Bible ou le Coran, qu'il existe justement plusieurs branches religieuses qui puissent se former? À partir du livre. Ben, en fait, les livres ne sont pas à l'origine d'un courant religieux. Ils sont sa cristallisation après un temps très bref. Le Nouveau Testament, donc la partie chrétienne de la Bible, le dernier des livres est écrit en 125, 130, et le corpus est défini, la liste des 27 livres est définie en 325, au Concile de Nicée. Donc en fait, le christianisme existe sans le Nouveau Testament. Il commence par exister sans le Nouveau Testament. Je ne suis pas du tout spécialiste en histoire du Coran et de l'islam, mais ce que j'entends toutes les semaines sur France Culture à l'émission de Khaled Mechir, c'est que l'islam a existé avant le Coran. Et que la tradition, c'est le fait de transmettre un certain nombre de choses, des modes de vie, des convictions, une espérance, voilà. Et puis, on a envie de mettre ça par écrit pour le partager, mais l'écrit est précédé par la vie. Et il essaye de transmettre, de prolonger quelque chose. La Bible fait partie de la tradition, parce qu'elle est transmise. Le verbe grec qui veut dire transmission, ça veut dire aussi livrement, pour prendre un vieux et beau mot français et éviter la livraison du laitier. Mais voilà, la tradition, elle nous livre quelque chose, entre autres, enfin, pour nous chrétiens, entre autres, ces textes à lire. Ça veut dire que, et là je parle vraiment aux chrétiens, je pense que des musulmans diraient des choses différentes. En tout cas, je ne veux pas parler à leur place. Le texte biblique, c'est une réponse. C'est-à-dire que c'est pas Paul qui a entendu Dieu lui parler et puis qui a mis comme ça. Non, sa manière à lui de répondre à ce qu'il croit et à ce qu'il espère, il l'a mis par écrit dans des lettres pour inviter les communautés à partager cette espérance. Donc en fait, les auteurs bibliques, ils nous donnent leur réponse à la parole de Dieu. Et que le texte biblique, il ne me donne pas la parole de Dieu dans ma poche. Même si le livre de poche, c'est bien. Et que la Bible en livre de poche, c'est très bien. Mais je dis jamais, en ouvrant la Bible, j'ouvre la parole de Dieu. Non, j'ouvre un livre. Et en lisant ce livre, je crois faire l'expérience d'être à l'écoute de la parole d'un autre qui vient d'ailleurs. Mais je n'identifie pas le livre et la parole de Dieu. Ouais, voilà, très clairement. Sans même avoir lu la Bible, peut-on être d'accord pour dire que la Bible fait partie des références communes, puisque sans même l'avoir lu, on peut avoir entendu certains passages, ou par exemple, si je prends la naissance d'Adam et Ève, c'est un passage qui est plutôt connu et puis repris par certains auteurs. Alors, est-ce que... Pardon, je voudrais faire une parenthèse. J'ai enseigné toute ma vie la littérature générale et comparée à la Sorbonne. Bon. Et j'ai
fait un séminaire qui s'appelait Histoire de Bible, en plagiant Godard, qui avait fait Histoire avec un S entre parenthèses, Histoire du cinéma. Et le but, c'était que chaque étudiant venait avec ce qu'il voulait, évoquer un vitrail, un poème, un personnage de roman, etc., qui avait un rapport avec un livre de la Bible. Parce qu'on dit la Bible alors que c'est ta Biblia, les livres, c'est une bibliothèque. Bon. Et c'était formidable parce que le groupe était obligé de lire le livre sur lequel, par exemple, une fille travaillait sur un très grand poète qui s'appelle Dadelsen, qui a écrit un Jonas, et comme Jean Grosjean aussi a écrit un magnifique Jonas. Donc on parlait de Jonas, et tout le monde s'est mis à dévorer le livre de Jonas. Et petit à petit, c'est en ce sens que on peut aussi prendre la Bible comme extraordinairement un chatoiement d'histoires et de textes dont on tire son bienfait, ou etc. Mais en tout cas, ça fait partie de presque toutes les religions. Merci. Non, la Bible, c'est un livre à lire. Et il n'y a pas besoin d'avoir la foi pour le lire. Et on peut aimer lire la Bible. Je connais plein de gens qui aiment lire la Bible. Ils aiment lire le Cantique des Cantiques, allez savoir pourquoi. Les psaumes. Les psaumes, c'est de la poésie. Voilà. Alors, il y a des psaumes qui sont un peu lourds. Mais voilà, ça se lit. Après, moi, quand je le lis, des fois d'ailleurs, je le lis comme ça pour l'étudier. Et puis il y a la lecture dans une démarche et dans un cadre de foi. Et c'est une démarche particulière, d'une manière particulière d'aborder le texte. Merci pour cette réponse. Je vais me tourner à présent vers Madame Delay. En tant que romancière, en tant qu'auteur, quel est le lien que vous souhaitez tisser entre le lecteur et vous? Est-ce que vous voulez vous imposer comme une sorte de voix, de guide ou de présence? Et que souhaitez-vous susciter chez lui? Ce qui est merveilleux, c'est de disparaître. C'est-à-dire que le lecteur soit dans le livre tout seul et qu'il oublie que c'est machin qu'il a écrit. Je ne souhaite pas du tout imposer ma présence. Et c'est pour ça que j'aime énormément l'imitation. L'imitation a été très mal vue par les modernes, parce qu'il fallait tout inventer. Le XXe siècle a cru toujours qu'il inventait tout, les surréalistes et tout ça. En fait, pendant des siècles, on a imité, que ce soit d'abord les peintres qui copiaient les grands tableaux des maîtres. Et alors, imiter, c'est merveilleux parce que on se dissimule encore plus. Pour Il me semble, mesdames, j'ai essayé d'imiter Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier, qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle l'Heptaméron. Et elle dit dans son livre tout le temps, il me semble, mesdames, parce qu'au fond, elle écrit pour elle, pour plutôt mesdames. Et donc, j'ai essayé de la copier. Et c'était... j'étais très contente. Et j'ai beaucoup copié. Et donc, ce que vous faites dans votre démarche, c'est que vous joignez justement votre voix à celle des autres? Non. Je prends une voix. Je prends la voix d'eux, ou je prends une voix, mais c'est très différent des romans, des essais. Par exemple, vous parliez de Paul. Et un de mes derniers livres, c'était « Il n'y a pas de cheval sur le chemin de Damas », parce que, en fait, le cheval, qui illustre la conversion, Paul tomberait de cheval, le Caravage, etc. Et en fait, il n'y a pas de cheval dans les Actes des Apôtres.
il y a 3 mentions de la conversion de Paul, mais jamais de cheval. C'est une invention des peintres. Et c'est merveilleux. On se mêle aux autres et puis on invente un petit quelque chose. Mais c'est différent en roman ou en essai. Imiter est plus facile. Imiter, pour moi, c'est en roman. Mais l'essai doit être évidemment personnel et ne ressembler à rien d'autre. Donc vous êtes une forme de voix anonyme, si je comprends bien. Ah, non. Anonyme serait dire qu'il n'y a jamais de style. Je veux bien disparaître dans le roman, mais je veux apparaître dans l'essai, pour qu'on sache que l'opinion, le parti pris, la mauvaise foi, très important. Et alors là, se singulariser. C'est bizarre. Oui, mais c'est différent selon les genres. En fait, j'ai compris à la fin de ma vie que j'étais transgenre. C'est-à-dire que je passe d'un genre littéraire à l'autre. Et en fait, pour moi, le transgenre n'est défendable que là. Nous allons procéder à la lecture d'un texte de Pénac. Peu d'objets éveillent comme le livre le sentiment d'absolue propriété. Tombés entre nos mains, les livres deviennent nos esclaves. Comme tels, ils subissent les pires traitements. Et que je te corne les pages, et que je te pose ma tasse de café sur la couverture, ces auréoles, ces reliefs de tartines, ces taches d'huile solaire, et que je te laisse un peu partout l'empreinte de mon pouce, celui qui bourre ma pipe pendant que je lis, et cette pléiade, séchant piteusement sur le radiateur après être tombé dans ton bain, et ces marges griffonnées de commentaires heureusement illisibles, ces paragraphes nimbés de marqueurs fluorescents, ce bouquin définitivement infirme pour être resté une semaine entière ouvert sur la tranche, cette pile de folios abandonnés à la moisissure du grenier, ces malheureux livres que plus personne ne lit, exilés dans une maison de campagne où plus personne ne va. Tout. Nous faisons tout subir aux livres. Mais c'est la façon dont les autres les maltraitent qui seule nous chagrine. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu de mes yeux une lectrice jeter un énorme roman par la fenêtre d'une voiture roulant à vive allure. C'était de l'avoir payé si cher, sur la foi de critiques si compétents, et d'en être tellement déçu. Le grand-père du romancier Tonino Beccanisca, lui, est allé jusqu'à fumer Platon. Prisonnier de guerre quelque part en Albanie, un reste de tabac au fond de sa poche, un exemplaire du Cratyle, une allumette, et crac. Une nouvelle façon de dialoguer avec Socrate. Va savoir, par signaux de fumée. Autre effet de la même guerre, plus tragique encore. Alberto Moravia et Elsa Morante, contraints de se réfugier pendant plusieurs mois dans une cabane de berger, n'avaient pu sauver que 2 livres, la Bible et les frères Karamazov. D'où un affreux dilemme. Lequel de ces 2 monuments utiliser comme papier hygiénique ? Si cruel qu'il soit, un choix est un choix. La mort dans l'âme, ils choisirent. Dès qu'un livre finit entre nos mains, il est à nous. Exactement comme disent les enfants. C'est mon livre, partie intégrante de moi-même. C'est sans doute la raison pour laquelle nous rendons si difficilement les livres qu'on nous prête. Pas exactement du vol. Non, nous ne sommes pas des voleurs, non. Disons un glissement de propriété, ou mieux un transfert de substance. Ce qui était à l'autre sous son œil devient mien tandis que mon œil le mange. Et ma foi, si j'ai aimé ce que j'ai lu, j'éprouve quelques difficultés à le rendre. Je ne parle là que de la façon dont nous, les particuliers, traitons les livres, mais les professionnels ne font pas mieux. Et que je te massicote le papier au ras des mots pour que ma collection de poches soit plus rentable. Et que je te gonfle comme une baudruche ce tout petit roman pour donner à croire au lecteur qu'il en aura pour son argent. Et que je te colle des jaquettes, m'as-tu vu, dont les couleurs et les titres énormes gueulent jusqu'à des 150 mètres. M'as-tu lu ? M'as-tu lu ?
et que je te fabrique des exemplaires club en papier spongieux et couverture cartonneuse affublée d'illustrations débilantes, et que je te prétends fabriquer des éditions de luxe sous prétexte que j'enlumine un faux cuir d'une orgie de dorure. Produit d'une société hyper consommatrice, le livre est presque aussi choyé qu'un poulet gavé aux hormones, et beaucoup moins qu'un missile nucléaire. Le poulet aux hormones à la croissance instantanée n'est d'ailleurs pas une comparaison gratuite si l'on applique à ces millions de bouquins de circonstances qui se trouvent écrits en une semaine, sous prétexte que cette semaine-là, la reine a cassé sa pipe ou le président a perdu sa place. Vu sous cet angle, le livre, donc, n'est ni plus ni moins qu'un objet de consommation, et tout aussi éphémère qu'un autre. Immédiatement passé au pilon s'il ne marche pas, il meurt le plus souvent sans avoir été lu. Voilà pour le livre. Passons au lecteur. Parce que, plus instructive encore que nos façons de traiter nos livres, il y a nos façons de les lire. En matière de lecture, nous autres lecteurs, nous nous accordons tous les droits, à commencer par ceux que nous refusons aux jeunes gens que nous prétendons initier à la lecture. 1. Le droit de ne pas lire. 2. Le droit de sauter des pages. 3. Le droit de ne pas finir un livre. 4. Le droit de relire. 5. Le droit de lire n'importe quoi. 6. Le droit au bovarisme, maladie textuellement transmissible. 7. Le droit de lire n'importe où. 8. Le droit de grappiller. 9. Le droit de lire à voix haute. Et 10. Le droit de nous taire. Après ce texte de Pénac, pour introduire la troisième partie donc, qui portera sur l'utilité de la lecture comme évasion et distraction, ou encore comme formation de la sensibilité, nous allons vous lire un texte de Nathalie Sarraute. On a mis dans ma chambre une vieille commode achetée chez un brocanteur. Elle est en bois sombre avec une épaisse plaque de marbre noir. Des tiroirs ouverts se dégage une forte odeur de renfermé. De moisi. Ils contiennent plusieurs énormes volumes reliés en carton, recouverts d'un papier noir à vénule jaunâtre. Le marchand a oublié ou peut-être négligé de les retirer. C'est un roman de Ponson du Terrail, rocambole. Et tous les sarcasmes de mon père. C'est de la camelote, ce n'est pas un écrivain. Il a écrit... Je n'en ai quant à moi jamais lu une ligne, mais il paraît qu'il a écrit des phrases grotesques. Elle avait les mains froides comme celles d'un serpent. C'est un farceur, il se moquait de ses personnages, il les confondait, les oubliait. Il était obligé, pour se les rappeler, de les représenter par des poupées qu'il enfermait dans ses placards. Il les en sortait à tort et à travers. Celui qui l'avait fait mourir, quelques chapitres plus loin, revient bien vivant. Tu ne vas tout de même pas perdre ton temps. Rien n'y fait. Dès que j'ai un moment libre, je me dépêche de retrouver ces grandes pages gondolées, comme encore un peu humides, parsemées de taches verdâtres, d'où émane quelque chose d'intime, de secret. Une douceur qui ressemble un peu à celle qui, plus tard, m'enveloppait dans une maison de province, vétuste, mal aérée, où il y avait partout des petits escaliers, des portes dérobées, des passages, des recoins sombres. Voici enfin le moment attendu, où je peux étaler le volume sur mon lit, l'ouvrir à l'endroit où j'ai été forcée d'abandonner. Je m'y jette, je tombe. Impossible de me laisser arrêter, retenir par les mots, par leur sens, leur aspect, par le déroulement des phrases. Un courant invisible m'entraîne avec ceux à qui de tout mon être imparfait mais avide de perfection je suis attachée. À eux qui sont la bonté, la beauté, la grâce, la noblesse, la pureté, le courage même. Je dois affronter avec eux des désastres, courir d'atroces dangers, lutter au bord de précipices, recevoir dans le dos des coups de poignard, être séquestré, maltraité par d'affreuses mégères, menacé d'être perdu à jamais. Et chaque fois, quand nous sommes tout au bout de ce que je peux endurer, quand il n'y a plus le moindre espoir, plus la plus légère possibilité, la plus fragile vraisemblance, cela nous arrive. Un courage insensé, la noblesse, l'intelligence parviennent juste à un temps à nous sauver. C'est un moment de bonheur intense, toujours très bref. Bientôt les transes, les affres me reprennent. Évidemment, les plus valeureux,
Les plus beaux, les plus purs ont jusqu'ici eu la vie sauve. Mais jusqu'à présent. Et comment ne pas craindre que cette fois, il est arrivé à des êtres à peine moins parfaits? Si tout de même ils l'étaient moins, et ils étaient moins séduisants, j'y étais moins attachée, mais j'espérais que pour eux aussi, ils le méritaient, se produiraient au dernier moment. Eh bien non, ils étaient, et avec eux une part arrachée à moi-même, précipitée du haut des falaises, broyée, noyée, mortellement blessée, car le mal est là, partout, toujours prêt à frapper. Il est aussi fort que le bien. Il est à tout moment sur le point de vaincre. Et cette fois, tout est perdu. Tout ce qu'il peut y avoir sur terre de plus noble, de plus beau. Le mal s'est installé solidement. Il n'a négligé aucune précaution. Il n'a plus rien à craindre. Il savoure à l'avance son triomphe. Il prend son temps. Et c'est à ce moment-là qu'il faut répondre à des voix d'un autre monde. Mais on t'appelle, c'est servi. Tu n'entends pas? Il faut aller au milieu de ces gens petits, raisonnables, prudents. Rien ne leur arrive. Que peut-il leur arriver là où ils vivent? Là, tout est si étriqué, mesquin, parcimonieux, alors que chez nous, là-bas, on voit à chaque instant des palais, des hôtels, des meubles, des objets, des jardins, des équipages de toute beauté, comme on n'en voit jamais ici. Des flots de pièces d'or, des rivières de diamants. Qu'est-ce qu'il arrive à Natacha? J'entends une amie venue dîner poser tout bas cette question à mon père. Mon air absent, hagard, peut-être dédaigneux, a dû la frapper. Et mon père lui chuchote à l'oreille. Elle est plongée dans rocambole. L'ami hoche la terre d'un air qui signifie. Ah, je comprends. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? Donc vous êtes ancien cagneux de la promo 2019 de Blomet et vous intégrez l'ENS en lettres modernes. Et vous êtes désormais éditeur aux éditions Plomb, donc on imagine que beaucoup de livres vous sont passés entre les mains. Et on se demandait si, après la lecture de Nathalie Sarraute, un livre vous était venu en particulier, qui vous a particulièrement marqué? C'est marrant comme question parce que en fait, je trouvais justement en écoutant le texte de Nathalie Sarraute que elle en faisait un peu des caisses. Enfin, c'est méchant dit comme ça, mais elle en rajoute beaucoup et c'est un petit peu aussi. C'est un style particulier, mais elle cherche à restituer effectivement une expérience d'empathie, d'immersion complète en fait dans la fiction. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pu ressentir effectivement. Il y a un bon moment maintenant, mais plutôt. Je crois que c'était avec Stefan Zweig. C'était c'était un texte sur la pitié. Je retrouverai le nom. La pitié dangereuse. Ouais, une très belle antithèse. Et en fait, dans ce texte, on est vraiment plongé en Autriche. On traverse plusieurs frontières. Mais c'est une expérience assez rare et c'est une expérience, je trouve, qu'on perd au fur et à mesure de nos lectures, puisqu'on est moins facilement... on perd un petit peu cet esprit d'enfance qui nous fait partir loin dans des mondes exotiques. Et pour autant, si on perd une forme de candeur, on conserve quand même quelque chose de toutes nos lectures. Moi, souvent, ce que je garde de mes lectures, c'est le lieu où je les ai lues. Parce qu'en retrouvant un titre, je me souviens instantanément moins de ce qu'il y a dedans et plutôt de là où je l'ai lu, de ce que j'avais ressenti à ce moment-là. Merci pour cette réponse. Donc c'est plus des souvenirs de lieux alors que les lectures vous ont convoqué. Est-ce que... Après, chez Plomb, il faut savoir aussi que, pour ma défense, on ne publie pas uniquement de la fiction, mais beaucoup de documentaires, de dictionnaires amoureux, de livres politiques, d'essais. Et évidemment, c'est des choses qui nous transportent un peu moins, puisque ça nous parle de ce qu'on connaît. Et j'aime bien aussi le fait que, justement, les livres puissent nous parler de choses qu'on ignore et nous emmener dans des terres inconnues. Je vais maintenant me tourner vers Madame Delay. Cette fois-ci, en tant que lectrice, quelle est la qualité première d'un livre selon vous? Y a-t-il parmi tous les livres que vous avez lus certains qui vous ont véritablement bouleversé? Et vous nous avez tout à l'heure parlé de l'Heptaméron. Y en a-t-il d'autres qui vous ont inspiré pour l'écriture de vos œuvres?
des masses. Non, je veux dire que selon les périodes de la vie, j'aimerais dire que je voudrais maintenant relire. J'ai du mal à découvrir. Et j'aime pas ça chez moi, parce que c'est un trait de vieillesse. Mais relire dans la vie apporte des joies extraordinaires, parce qu'on ne relit pas la même façon. Moi, mon livre, si vous voulez, le premier livre de ma vie, devant lequel je me suis agenouillée, c'est Don Quichotte. Bon. Et quand j'ai relu plus tard Don Quichotte, j'ai découvert l'extraordinaire humour de Cervantes. Petite, je l'ai lu, petite, enfin, 15-16 ans, j'étais encore au lycée. Les aventures m'ont entraîné sur les routes, etc. Et je n'ai pas mesuré la part très émouvante du rire, parce que c'est un drôle de rire que suscite Don Quichotte. C'est un rire qui poigne parfois. Et puis ensuite, il pose la question, faut-il vraiment prendre ce que nous lisons pour le réel? Et c'est une très forte question, parce que ce que j'apprécie terriblement dans la lecture, c'est d'avoir d'autres vies que la mienne. C'est de découvrir d'autres vies. Je pense d'ailleurs que tout un chacun doit avoir plusieurs vies. Et que c'est très triste d'en avoir qu'une seule. Donc mais là, cette histoire de roman de chevalerie qu'il veut imiter, bon, c'est très bien, mais il s'est passé 20 ans après qu'avec le poète Jacques Roubaud, on a écrit sur la table ronde 10 pièces de théâtre sur les chevaliers, et qu'en fait, insidieusement, Don Quichotte dirigeait les choses. Alors, penser que les livres sont des créatures, sont vivants, c'est très précieux, même en poche. Merci. Justement, Monsieur Masson, avez-vous des critères pour un bon livre, et recherchez-vous justement de l'évasion, le fait de, comme l'a dit Madame Delay, le fait d'aspirer à une autre vie, d'avoir l'instant d'un moment, pouvoir être plongé dans une autre vie, ou recherchez-vous de l'émotion, de la réflexion, ou un ensemble de tous ces aspects-là? Vous voulez dire en tant qu'éditeur, quand je choisis un livre? Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai une chance, c'est que je travaille en littérature étrangère, donc j'en suis très heureux, parce que maintenant que j'ai créé une maison d'édition moi-même, j'éprouve une chose qui est très très pénible, c'est qu'on me propose des manuscrits et que je peux me dire que j'ai droit de vie et de mort sur un livre. Enfin, on peut toujours espérer, on a refusé un livre, puis il trouvera un autre éditeur s'il est bon. Mais je veux dire, ce qui est très rassurant en littérature étrangère, c'est que j'ai affaire à des livres qui ont déjà leur vie. Ils ont leur vie dans leur propre langue. Et bon, c'est très bien d'être traduit tout de suite, mais vous voyez, j'ai fait traduire des livres, et j'en ai traduit moi-même, qui étaient parus depuis 100 ans, 200 ans, 300 ans. Ça ne vient pas tout de suite, forcément, la traduction. Donc, c'est heureusement, bon, ils existent. Et puis, voilà, bon, la traduction, c'est quand même un second temps. Hein. Alors, moi, je crois que c'est un peu tout ça, mais en devenant éditeur, je dirais que j'ai appris à me poser des questions que je ne me posais pas au début. Au début, j'étais très universitaire. Moi, je viens quand même de l'université. Donc, je me disais, ah là là, il y a des chefs-d'œuvre qui ne sont pas traduits. Il faut qu'on les traduise. C'est des lacunes. Et puis, j'ai appris qu'on ne peut pas tout faire, et que si un livre paru en 1830 n'a pas encore été traduit, puisque je travaille sur la littérature étrangère, les gens qui savent l'allemand vont le lire.
Donc c'est pour ceux qui ne savent pas l'allemand qu'on traduit. Et je dois donc me demander, puisque ceux-là, les germanistes, eux, ils peuvent aller le lire, ils n'ont pas besoin de traduction. Donc je dois me demander pourquoi maintenant ? Pourquoi on en a besoin maintenant ? Qu'est-ce qui fait que, à part le fait que c'est une lacune, mais ça c'est un critère universitaire, les gens ne lisent pas des choses parce qu'elles n'avaient pas été traduites jusque-là. Bon. Donc, et il arrive que dans une littérature, un livre soit complètement oublié et qu'il soit redécouvert 100 ans après. Bon, je ne sais pas si vous connaissez Clarine, puisqu'on parle de littérature espagnole, hein. La Régente, c'est un très grand roman. Et on se dit pourquoi il a été traduit seulement en 1980 ou quelque chose comme ça, en 80-82. Eh bien parce que les Espagnols eux-mêmes n'en ont fait de deuxième édition qu'après Franco, quoi. Et donc c'est là qu'on s'est rendu compte que Clarine était important. Donc c'est un livre qui n'était pas connu des Espagnols eux-mêmes, donc il ne faut pas s'étonner qu'il n'ait pas été traduit. Je pense que ce qu'on cherche dans les œuvres du passé, c'est ce qui nous parle encore à nous. Donc les chefs-d'œuvre survivent mieux que les autres. Et dans les auteurs contemporains, c'est quand même ce qui nous aide à interroger l'état présent de l'Europe, l'état présent de notre culture. Donc, les raisons de choisir un livre, elles peuvent être très variées. On peut être complètement bouleversé par la qualité d'émotion d'un livre. On peut être considéré qu'un livre, au contraire, un roman, pose des questions fondamentales par rapport à la situation actuelle. Donc, je publie quelques romans. Là, je suis en train de travailler sur un roman qui paraîtra en septembre prochain, qui est un grand roman sur l'Europe, qui pose la question de la construction européenne avec des moyens romanesques, comme vraiment on peut... Enfin, c'est un livre tout à fait unique, j'espère qu'il marchera. Donc là, il y a une dimension d'actualité. Je ne sais pas ce qu'on pensera de ce livre dans 50 ans ou 100 ans. Est-ce qu'il aura encore un intérêt ? Il a un intérêt maintenant, vous voyez. Je pense que c'est un bon écrivain. Je ne suis pas sûr que ce soit un écrivain qui va survivre. Alors que je publie des auteurs dont je suis sûr qu'ils vont survivre, mais ils vendent beaucoup moins. Donc, je sais aussi qu'il faut beaucoup de temps pour qu'un livre trouve son vrai public. Souvent, Horace disait qu'il fallait laisser passer 2 générations pour être sûr qu'un auteur méritait encore d'être lu. Parce que les gens, au bout de 2 générations, ne sont plus solidaires de l'époque de l'écrivain. Donc, je crois que c'est assez juste. Et si Horace le dit, il n'y a pas de raison que ça ait changé depuis. Donc, les raisons de publier un livre, elles peuvent être très, très variables. Il faut dire aussi que j'ai donc des contraintes de métier. Et encore, je travaille chez un éditeur qui n'a pas d'énormes frais de structure, donc je n'ai pas un souci de rentabilité primordial, mais les gens qui travaillent dans des très grandes maisons d'édition, il y a ce qu'on appelle les frais de structure, c'est-à-dire la masse salariale, qui se divise par le nombre de titres publiés par la maison. Et ça veut dire qu'avant même d'avoir fait un livre, vous mettez sur la table de l'argent, avant même d'avoir dépensé le premier centime pour le faire. Donc la liberté est beaucoup moins grande. La chose que je regrettais jusqu'ici dans mon métier, c'était que, au fond, la chose qui m'importe le plus de tout ce qui s'écrit, c'est la poésie. C'est vraiment ce que je lis. C'est ce que je traduis, c'est l'amour de ma vie. Au fond, c'est la seule chose que je ne peux pas me passer de lire. Et je n'ai pas le droit d'en publier chez mon éditeur, ou très très peu. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai créé une autre maison. C'est pour ça que quand je traduis de la poésie, je travaille pour d'autres éditeurs. Parce que, oui, c'est vrai, ça se vend peu. Ça se vend peu. Et donc, mais en même temps, c'est ça qui fait tourner le monde. C'est-à-dire que le nombre de lecteurs n'est pas important, vous voyez, pour un livre. C'est donc ça, l'édition, c'est d'arbitrer entre la nécessité quand même pour la maison de continuer à faire quelques bénéfices, parce qu'on n'est pas là pour faire pour des, pas une entreprise de charité. Et puis aussi parce que quand on fait un livre, c'est vrai qu'il faut essayer quand même que ça dépasse le stade de la photocopie, vous voyez. Donc, parce que si on descend en dessous d'un certain nombre d'exemplaires, autant faire des photocopies. C'est pas la peine de payer un imprimeur. Donc, il faut quand même que ça se vende un peu. Mais d'un autre côté, il faut savoir doser ce sur quoi vous savez que vous allez perdre de l'argent et ce sur quoi vous rattrapez, parce qu'il y a heureusement des livres aussi qui se vendent. Donc, c'est cet équilibre très compliqué à aménager. Si on considère que le but d'une maison d'édition, et ça c'est pour ça que je suis toujours resté chez Verdier, c'est que les choses sont très claires entre nous, le but de la maison n'est pas de payer des dividendes et de faire des bénéfices. Donc ça c'était très clair dès le départ, c'est pour ça que j'y suis resté.
parce que c'était le contrat. C'est un contrat qui n'a jamais été trahi. Si j'avais fait une carrière chez des grands éditeurs, évidemment, je serais obligé de gagner de l'argent. Heureusement, on ne me le demande pas. Alors, un de mes grands amis allemands était un extraordinaire éditeur qui se vendait d'avoir réussi à faire perdre de l'argent à un très très grand nombre d'éditeurs, qui était un vieux monsieur absolument merveilleux qui avait traduit en allemand Bonnefoy, Saint John Perse, Jean Paulhan, enfin les plus grands écrivains français, qui s'appelait Friedhelm Kemp, avait une théorie. On parlait de l'élitisme. Alors, il y avait une théorie là-dessus. C'est un grand éditeur qui parlait. Alors, c'est à la fois très déprimant ce qu'il me racontait et extrêmement encourageant. Il disait c'est très simple, il y a 200 lecteurs. Il y a 200 lecteurs, quelle que soit la langue, quelle que soit l'époque, quel que soit le pays. Il y avait 200 lecteurs, vrais lecteurs. Il entendait lecteurs au sens qualitatif du terme. Il y avait 200 lecteurs à Rome sous Auguste. Il y avait 200 lecteurs pour les œuvres latines au Moyen-Âge dans toute l'Europe. Il y a 200 lecteurs dans l'Espagne du siècle d'or. Il y a 200 lecteurs sous Louis XIV. Il y a 200 lecteurs aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a les autres. Les autres, c'est un malentendu. Oui. Est-ce que vous permettez de dire que c'était l'avis d'André Gide, mais oui, et que lorsqu'un livre à la NRF dépassait 200 lecteurs, il disait c'est suspect? Moi, je vais raconter une autre, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et un peu connu. Enfin, je ne prétendrai pas son ami, mais c'était Louis-René Desforêts, qui, à la fin de sa vie, a appris que son dernier livre, alors qu'il a toujours été un auteur très, très élitiste, justement, très confidentiel, apprend que son dernier livre, qui s'appelait Ostinato, qui est un chef-d'œuvre absolu. Louis-René Desforêts, à force que des gens le lisent, alors les gens qui avaient été marqués par lui dans leur jeunesse, que vous avez votre âge, étaient tous devenus rédacteurs en chef des grands magazines, etc. Donc il y a eu une presse pour ce livre, mais complètement sidérante. Et voilà qu'il apprend que non seulement on réimprime, mais on en est à 30 000. Eh bien, croyez-vous qu'il était content? Je revois Louis-René Desforêts dire, l'œil hagard, c'est un effroyable malentendu. Voilà. Un vrai écrivain ne cherche pas la quantité. Ce qu'il faut, c'est toucher les 200 lecteurs qui comptent. Vous voyez? Mais parmi les 200 lecteurs qui comptent, ce n'est pas forcément l'élite économique, vous comprenez? C'est ça. Mais il faut essayer, il faut viser. J'espère qu'il y en a un peu plus que 200. C'est Friedhelm qui disait ça parce qu'il avait vendu 200 exemplaires des poèmes complets de Saint John Perse. Je comprends, c'est scandaleux, bien sûr. C'est l'Allemagne tout de même, mais 200. Bon, voilà. Et après d'autres, j'espère. J'ai une question très simple pour vous, Monsieur Masson. En tant qu'éditeur, existe-t-il, selon vous, un bon et un mauvais livre? Ah oui. Bien sûr. Quelle différence faites-vous entre le bon et le mauvais livre? Oui, il y a très 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 mauvais livres. Le mauvais livre, c'est le livre fabriqué. C'est le livre, c'est le produit. C'est ce qui est un produit commercial, derrière lequel il n'y a pas de voix, il n'y a pas une personnalité d'écrivain. Ça, c'est un mauvais livre, voilà. Pour moi, en tout cas, si j'entends pas une voix d'auteur, je pense que c'est mauvais, voilà. Puis il y a une manière de racoler, si vous voulez, en surfant sur les sujets à la mode, on le sait bien. Et ça, c'est très mauvais. Mais ça marche, ça peut marcher. Fonctionner sur le scandale, sur le... Bon, moi, je ne veux pas ça. Mais je comprends qu'on puisse publier ça pour peut-être, d'ailleurs, pour gagner de l'argent et publier d'autres choses plus difficiles. C'est possible. Moi, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux même pas le lire. C'est ça que je disais, dans les droits du lecteur, vous savez, la déclaration des droits du lecteur là, de Pénac, je pense qu'il y a aussi des devoirs. Et il y a un devoir du lecteur, c'est de laisser tomber un livre si on sent qu'il vous salit l'âme. Ça, c'est vrai. Ça arrive. Il y a des livres, il y a des lectures qui vous salissent. Il faut savoir le sentir et les rejeter loin de soi. Il faut les vomir. Voilà. Et ça, c'est très utile. Parce qu'il y a des choses qui vous font mal. S'il y a certains films aussi, ça, c'est vrai de tout, il y a des choses qui vous font mal. Et ça, il faut s'en défendre. Parce qu'une âme, c'est fragile et il ne faut pas lui imposer n'importe quoi. Voilà. Et elle a assez à faire. On n'aura jamais lu tous les chefs-d'œuvre de la littérature. Alors pourquoi s'embêter avec des nullités commerciales? Ça, vraiment, c'est...
Voilà. Mais, c'est tout à fait permis de prendre du plaisir à un roman policier et de lire, bien entendu, ou des bandes. Moi, je suis un grand lecteur de bandes dessinées, je ne m'en cache pas du tout. Mais il faut pouvoir le lire vraiment. C'est-à-dire sans honte. Il y a des choses qui sont il faut savoir hiérarchiser. Voilà. Je pense, si vous voulez, moi qui adore la chanson, je vais pas dire que certaines chansons que j'aime beaucoup, non, c'est pas la 7e de Beethoven, c'est pas vrai. Mais c'est très bien aussi. C'est très bien aussi. Et je pense que quand on lit, il faut pouvoir lire vraiment. C'est-à-dire qu'on peut lire n'importe quoi, mais il faut sentir qu'on ne le lit pas avec une espèce de part de soi qui a honte de l'autre. Et ça arrive. On se dit, je ne devrais pas lire ça. Ben non, alors ne le lis pas, alors. Laisse tomber. C'est vraiment, alors, voilà. Donc un mauvais livre, c'est ça. Ça serait ma définition. Et vous, Monsieur Perret, quelle est votre définition du bon ou du mauvais livre ? Je pense que c'est quelque chose d'assez immédiat, en fait. Ça rejoint un peu ce que disait Jean-Yves sur la question de la personnalité de l'auteur qu'on perçoit. C'est-à-dire que j'avais un texte de Guerne un petit peu sur ce sujet, mais Guerne dit qu'un bon poème, il commence à être bon à partir du moment où l'auteur s'en délaisse déjà, et à partir du moment où l'auteur sait qu'il respire dans le poumon du lecteur. C'est-à-dire que la qualité d'un texte est ni dans les mains de l'auteur, ni dans celle du lecteur, elle est dans l'échange qu'ils arrivent à tisser l'un et l'autre. Et pour moi, l'éditeur, il est censé percevoir dans le texte si, non seulement, évidemment, il y a une part de subjectivité, de ses propres goûts, mais si, en fait, l'auteur lui parle de lui, mais si l'auteur va parler aussi à l'âme du lecteur, si ça va atteindre, en fait, d'une certaine manière, l'autre. Donc l'éditeur est un premier lecteur, en fait. Et après, le bon et le mauvais. Le mauvais, on le sait immédiatement. Le bon, on a besoin parfois d'un peu plus de temps, parce que pour des récits, on a besoin de savoir comment ça se trame aussi. Mais sinon, j'ai envie de dire, c'est tellement immédiat qu'on est pris dedans ou pas du tout. Monsieur Masson avait parlé d'une hiérarchie entre les bons livres. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Ça s'appelle alors le sens des valeurs, quoi. C'est-à-dire que, et ça c'est un petit peu ce qui manque à notre époque, tout ne se vaut pas. Tout n'est pas à mettre sur le même plan. Je pense qu'une culture littéraire, une vraie culture littéraire, c'est une culture qui est structurée. C'est-à-dire qu'il y a un haut et un bas. Comme dit Char, il faut la recherche de la base et du sommet, quoi. Donc la base est très bien, je veux dire, on peut, voilà, mais le sommet est très important aussi. Il faut savoir où se situent les talents. Moi, j'adore discuter avec mes amis pour savoir si on classe un auteur plus haut qu'un autre. C'est passionnant, ce genre de choses, et même si c'est un peu vain, ça l'est pas entièrement, parce que ça veut dire c'est la même chose en musique, c'est la même chose pour les interprètes, c'est la même chose pour tout. Qui est-ce qui occupe le premier rang, et puis qui sont les autres? Et après, on a absolument le droit d'aimer des auteurs de second, même de troisième plan, qui sont très très bien, mais ça fait du bien de savoir à quel plan ça se situe. Et puis comme ça nous permet aussi parfois de tomber sur un auteur qui apparemment est très peu important, et puis de se dire mais il devrait être reconnu comme un des plus grands, et de se battre pour lui. Et ça veut dire que ce n'est pas un jugement fait définitivement. Et il y a des tas d'auteurs, il y a certainement pas mal d'auteurs qui attendent comme ça le jugement de la postérité. Et il faut que, si ça peut servir à quelque chose d'être universitaire, c'est aussi ça. C'est-à-dire d'en refaire des éditions, de les rendre de nouveau disponibles, de dire mais là, il s'est passé quelque chose de très important. Et regardez le temps, vous ne le savez peut-être pas, mais il a fallu près de 100 ans pour que Gérard de Nerval s'impose comme un auteur extrêmement important. Et moi, j'ai encore connu un vieux monsieur qui avait fait sa cagne en 1912, qui était devenu doyen de la faculté des lettres de Lyon. Et donc c'est une conversation qui remonte à ma jeunesse, donc c'était vers les années 82, 83, et qui me disait, mais enfin tout de même ce Nerval sur lequel on fait tellement de thèses, qui paraît-il va rentrer en Pléiade, enfin tout de même ça n'est pas Victor Hugo, ça n'est pas Musset, ça n'est pas Vigny. Ben si.
mais seulement pour son temps. Ça prouve que non, c'était pas encore fait. Alors merci aux surréalistes, merci à tous ceux qui ont, Schlar et les autres qui ont parlé de Nerval, parce qu'ils nous ont fait comprendre que c'était, mais oui, un auteur de premier plan. Et je peux vous citer des tas d'exemples dans toutes les littératures. Et c'est aussi notre travail, je pense, d'aller chercher des auteurs qui mériteraient d'être plus reconnus qu'ils ne le sont. Mais pour ça, il faut déjà avoir un sens de la hiérarchie. Sinon, on met tout sur le même plan. Et c'est ça qui manque, je dirais, moi, au journalisme littéraire aujourd'hui. C'est ce don de la hiérarchie. On peut prendre du plaisir à beaucoup de choses, il faut savoir où on le met. Je pense qu'il est indispensable d'évoquer Saint Jérôme. Ah oui. Patron des traducteurs. Absolument. Parce que là, on parle littérature française, on parle français François Frenchy, mais la littérature est mondiale. Absolument. Et c'est quand même grâce aux traducteurs, grâce à ce métier magnifique que je conseille à tout le monde, avec un autre pour gagner mieux sa vie, vraiment ça dépend. Saluer les traducteurs, et dont le premier fut Saint Jérôme, qui traduisit mon père. Ma fille. Saint Jérôme, c'est donc au IVe siècle. En fait, il voulait être pape à la place du pape. Et il était le secrétaire du pape Damas et il n'a pas pu le remplacer. Du coup, il s'est exilé à Bethléem avec une petite communauté et il a traduit la Bible de l'hébreu et du grec en latin. Il existait déjà des traductions latines, qu'on appelle la vieille latine à cette époque, mais elles n'étaient pas toutes faites à partir de l'hébreu, elles étaient faites à partir d'une traduction grecque qu'on appelle la traduction des Septante. Et donc, pendant des dizaines d'années, il a fait. Alors, il y a un travail de traduction, mais il y a aussi un travail de recherche des manuscrits et de ce qu'on appelle la critique textuelle. Alors là, il a été brillant et tranchant. C'est-à-dire que les manuscrits qui ne lui plaisaient pas, poubelle. C'est bien dommage quand même. Mais bon, il nous a. Voilà, la traduction qu'il a faite, ce qu'on appelle la Vulgate, elle a duré pendant 16 siècles. 16 siècles de traduire un texte. Voilà. C'est la meilleure traduction qu'on ait jamais faite de la Bible. Il faut connaître le latin. Malheureusement, nous allons devoir clore cette table ronde. Et merci donc à nos 4 intervenants.